Un homme toxique, il cherche à imposer, il cherche à contrôler et il cherche à prouver. Alors qu'un homme puissant, un homme stoïque, justement comme tu fais bien de le rappeler, lui, il cherche à protéger, il cherche à écouter et il cherche à maîtriser. Je pense que très souvent, la toxicité masculine, elle s'exprime à travers une virilité qui est souvent mal placée. Pourquoi ? Parce que très souvent, les hommes, ils se forcent à réprimer au lieu de s'exprimer, et ça depuis un plus jeune âge. Parce que tu entends داك الهضره ديال انك ما خصكش تبكي زي راسك كون راجل etc. Bah, tu conditionnes un enfant à réprimer ses émotions, à les refouler, et du coup tu te retrouves à plus tard de voir un homme qui exprime tout ça, ce qu'il a refoulé à travers une colère. Il est violent, ouais. À travers une violence, exactement, à travers quelque chose qui va très mal impacter sa vie, la vie des gens avec lesquels il vit, etc. Pourquoi ? Parce que lors de son enfance, il a été conditionné à devoir se montrer viril, là où il ne devait peut-être pas l'être très jeune, et créer un déséquilibre peut-être au niveau de sa croissance. Tu sais, je pense que le problème qu'on a ici, que tu viens de décrire, dans la mentalité de boys don't cry, c'est qu'on a fait un très mauvais travail en ce qui concerne la définition de la masculinité et de la virilité. Parce qu'on dit que la virilité et la masculinité, c'est quelqu'un qui n'exprime pas d'émotion, quelqu'un qui est dur, qui est rigide. Alors que moi, je pense que normalement, on est censé être éduqué sur le fait de essayer de contrôler nos émotions, contrôler comment on réagit vers les choses. Ça va un peu dans le sens du stoïcisme. D'ailleurs, les gens pensent que les stoïques, ce sont des gens qui sont rigides dans le contexte de la masculinité toxique, mais ce n'est pas du tout le cas. La vérité, c'est qu'un homme qui est stoïque, il contrôle ses émotions, il sait que les choses ne vont pas forcément l'influencer, il peut répondre d'une façon qui est effective. Donc, est-ce qu'un homme stoïque a le droit de, par exemple, toucher à ses émotions et les ressentir? Un homme stoïque se doit d'admettre ce qu'il a à l'intérieur et d'essayer de ne pas laisser les circonstances vraiment avoir un contrôle sur ses émotions, se concentrer sur ce qu'il contrôle, avoir de l'empathie et réagir. Moi, je sais que tu lis énormément sur le stoïcisme, etc. C'est pour ça que c'est bien que tu aies lié un petit peu l'introduction que j'ai ramenée au podcast avec le stoïcisme. Et moi, ça m'intéresse aussi par rapport au fait que j'ai certaines questions à poser. Par exemple, lors de tes lectures, est-ce que tu arrives à voir, ou en tout cas tu arrives à comprendre qu'un homme stoïque, par exemple, a le droit de pleurer, a le droit de se sentir mal, a le droit de vraiment avoir des moments de colère, etc. Oui, je dirais que oui, parce qu'un homme stoïque, dans tous les cas, il est humain. Dans tous les cas, c'est un humain. Pleurer, montrer de l'émotion, même s'exprimer, hein, on a le droit de s'exprimer, il faut le savoir. C'est parfaitement normal. Et il y a des moments où nous sommes tout simplement faibles. Mais ce que le stoïcisme encourage de faire, c'est essayer de chercher la force, mais pas... parce que moi, ce qu'on encourage les enfants à faire, voilà, c'est dès maintenant, tu vas te transformer. Voilà, tu es faible émotionnellement ? Non. Dès maintenant, tu es rigide. Tu te déconnectes émotionnellement. Exactement, tu es rigide. Et c'est comme si tu as un monstre, bien un problème qui se développe à l'intérieur de toi, tu vois. Bien sûr, mais que tu ne ressens pas pendant des années. Parce que tu l'ignores. Bien sûr. Parce que tu ignores. Et moi, j'ai de l'expérience. Tu le refoules. Tu le refoules. Et tu ne vois pas à quel point il devient grand comme problème. Jusqu'à ce qu'il explose. Jusqu'à ce qu'il explose, exactement. Et justement, c'est ça qui est intéressant parce que moi, j'aime beaucoup le sens des mots. Et le sens des mots, il fait la différence au niveau, par exemple, d'un homme puissant, un homme stoïque, et un homme toxique, un homme faussement viril. Parce que, et je l'ai noté, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que ce qui différencie, par exemple, un homme toxique d'un homme viril, c'est juste les traits de caractère. Regarde la différence et le sens des mots. D'accord. Un homme toxique, il cherche à imposer, il cherche à contrôler et il cherche à prouver. Alors qu'un homme puissant, un homme stoïque, justement, comme tu fais bien de le rappeler, lui, il cherche à protéger, il cherche à écouter et il cherche à maîtriser. Donc, imposer, contrôler, prouver, protéger, écouter, maîtriser, ça ressemble peut-être à des traits de caractère qui se ressemblent, à savoir des traits de caractère masculins, mais c'est des traits de caractère qui diffèrent énormément dans la perception de la gestion des choses, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Moi, je crois que la ligne entre les deux, elle est très très fine. Oui. Mais lorsque tu fais une bonne réflexion, tu trouves que, je vais dire en anglais, one man seeks to control, one man seeks to lead. Tu vois. Oui. Voilà. Et parce que par exemple, il y a la différence entre essayer de contrôler par la peur.
On dit qu'il y a des gens qui essaient de contrôler par la peur et certains, ils essaient de contrôler par le respect. Ça veut dire, moi, je vais diriger un groupe de gens, mais parce que vous me respectez, vous savez que moi, je suis fort et je suis responsable. Et c'est là la différence. Diriger par la peur, c'est justement créer de la tyrannie. Ah oui, oui, absolument. Et créer de la tyrannie, c'est peut-être aussi après créer des révoltes. Oui. Et donc créer des blocages, des distorsions, etc. etc., etc. Oui, effectivement. Et donc, le souci qu'on a aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit avec la masculinité toxique, c'est la santé mentale des hommes qui est... Exactement. Le fait que 3 fois plus d'hommes en arrivent au suicide par rapport aux femmes, par exemple. Oui, et il y a d'ailleurs un homme sur 3, ça c'est une statistique, un homme sur 3 qui souffre de dépression, qui va chercher l'aide. On n'ose même pas aller chercher l'aide. On n'ose même pas exprimer. Exactement. Mais pourquoi ? Parce qu'un homme qui craque, on va le traiter de faible. Ouais. Un homme qui demande de l'aide, qu'est-ce qu'on fait ? On va le juger. C'est ça. Et ça, c'est un problème. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à se dire, ok, si je parle, je vais avoir l'air faible. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il intériorise. Ça crée une distorsion et psychologiquement, moi j'avais noté pour moi une phrase qui est assez importante, c'est que justement tout ce système-là, quand il intériorise trop les choses, on appelle ça d'un point de vue psychologique la honte intériorisée. La honte intériorisée. Voilà, c'est le problème qui devient de plus en plus grand. Ouais. D'accord. Moi, je pense que ce qui manque dans ce monde, c'est la solidarité, tu vois, entre nous les hommes. Tu vois ton camarade homme qui se sent un petit peu faible, il y a un certain souci. Il faut essayer d'oser de montrer. Comme ça, nous, on peut te montrer ce qu'il y a. Donc, d'un côté... Mais justement, là, c'est ça qu'on disait, c'est que on est tellement conditionné à ne pas montrer les choses que la plupart des gens, et même tout le monde, ça va. Ça va, enfin, tu vois ce que je veux dire, même les gens qui ils ne vont pas bien disent que ça va. Même moi, des fois, quand peut-être je me sens un peu moins bien, j'ai un coup de mou ou quoi que ce soit, je ne l'exprime jamais. C'est très difficile lorsque tu es conditionné d'une certaine manière et que tu as grandi toute ta vie d'une certaine manière à devoir ne pas te montrer faible, à accepter que l'on puisse se dire ok, non, finalement ça ne va pas. Oui, parce que tu te dans bats. Ta vie, t'as dit à qui tu as demandé hey, salut, ça va et comment tu vas, il va te dire non, je ne vais pas bien. C'est difficile, c'est très difficile d'aller contre la nature d'Yalk. Et très, on sait très même difficile. plus ce qu'on ressent vraiment dans ce cas-là. Alors que si par exemple tu paries un peu avec toi-même et tu vas essayer d'exprimer peut-être le minimum. Imagine peut-être la personne, elle va t'écouter. Parfois on a juste besoin d'être écouté en fait. Elle va t'écouter. Ça peut sauver des vies. Ouais. Juste une oreille qui écoute peut sauver des vies. Oui. Il y a des exemples dans la vie qui ont témoigné de ça, des gens qui ont rencontré d'autres gens et qui sont passés par des périodes de dépression, qui ont pu sortir justement de cette période de dépression juste parce qu'une personne leur a donné une chance de les écouter. Juste parce que tu as osé. Et c'est ça le truc. Et c'est pas que dans la masculinité, c'est généralement comment il faut vivre. Il faut oser. Tu vois, oui. Moi, je pense qu'il faut... Bon, après, bien sûr, il y a certaines limites, mais il faut oser de faire certaines choses. Parce que si je me dis, je ne dois jamais exprimer mes émotions, mais tu ne sais pas. Try. Mais justement, tu sais que lorsqu'on ne sait plus justement ce qu'on ressent, et du coup, on apprend à jouer un rôle. Et la personne, elle commence à ne plus s'adapter à une image du réel, mais elle se crée une image d'une personne qui va bien, alors qu'elle ne va pas bien. Donc, elle accumule les émotions. Donc, tu es dissocié. Difficulté de se connecter à ses émotions. Incapacité à verbaliser ce que l'on vit intérieurement. Confusion émotionnelle chronique. Wow, c'est beaucoup. Avant que tu dises suicide, j'allais te dire que tu n'es pas capable de vivre dans ces conditions-là. Et après, tu as mentionné suicide. Donc, oui, voilà, tu ne peux pas vivre en fait. C'est dissocié complètement. Bon, il y a une statistique qui est hyper intéressante par rapport à ce sujet qu'on avait décidé d'aborder là maintenant. C'est que 90% des ambitions de chacun d'entre nous sont paralysées par, non pas la peur justement de l'échec en question, de rater les choses, mais par la peur de comment les autres vont percevoir notre échec, ce que les autres vont se permettre de juger de par notre échec. Ça c'est une vérité. Mais moi, je me demanderais la question, c'est pourquoi on donne autant d'importance à comment les gens vont te juger après ton échec ? Est-ce que, parce que là, en ce moment, je me pose la question, est-ce que ça veut dire que pendant que je vais entamer, quelle que soit la chose, on va dire un projet, et je vais le faire, ce projet, est-ce qu'on a passé tellement de temps à imaginer ce que les gens vont penser quand je vais réussir, que du coup, si j'échoue, ce ne sera pas du tout ce que je voulais en fait. Il y a un peu d'ego ici. Je pense aussi qu'il y a l'envie des gens je pense que tout le monde cherche à satisfaire les autres. Et il y a beaucoup d'ego là-dedans. Oui. Et l'ego de chacun, c'est celui d'être peut-être meilleur que l'autre. Et le fait de tellement vouloir être meilleur que l'autre,
que ça développe une peur lorsqu'on sait qu'on n'est pas assez bon, ou en tout cas qu'on risque de ne pas être assez bon pour devenir meilleur que les autres. Oui, moi dans ce cas, je te dirais que si on n'est pas assez bon en ce moment, peut-être qu'on est en train de se développer vers la personne qui est assez bonne. Mais il y a aussi le fait qu'on recherche beaucoup l'acceptation du groupe. Et ça a un danger ancestral. C'est vraiment la peur d'être rejeté en fait. Et souvent, cette peur, elle est associée aux gens qui te sont proches. Voilà, des gens qui sont proches, qui ne prennent pas forcément des risques, qui vont se poser des questions. Et si tu échoues, et si ça ne marche pas, et si on a donné toute une définition à l'échec qui est péjorative. Parce que très souvent, tu essaies de te convaincre que c'est souvent une question de timing, de pourquoi tu ne te lances pas. Alors que la plupart du temps, c'est une question de courage, mais pas aussi que de courage tout seul, c'est aussi une question de discipline. Oui, et aussi action. Exactement. Action, exécution. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui passent des mois, parfois même des années à imaginer, à faire quelque chose. Je vais faire ci, je vais faire ça, je vais planifier, je vais ci, je vais ça. Moi, j'aime beaucoup de parler de discipline là-dedans parce qu'il y a l'exemple de, par exemple, le youtubeur numéro 1 en France, c'est qui aujourd'hui? C'est Thibaut InShape. Oui, c'est Thibaut InShape. C'est le youtubeur français numéro 1. Et il n'était pas du tout français numéro 1 avant l'arrivée des shorts sur YouTube. Bon, c'était largement Squeezie. Oui, Squeezie. Avant ça, Cyprien, je crois. Enfin, je connais pas trop, mais ce qui est important à dire, c'est qu'il y a eu une nouveauté sur YouTube, à savoir les shorts, le format court. Et Thibaut InShape, là, le numéro 1 français, il a développé une discipline tellement stricte qu'il poste 5 réels par jour sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et le fait qu'il arrive à maintenir ça, même après plusieurs années, sachant que bien sûr, pas tous les réels vont prendre de la même manière, certains vont faire plus de vues que d'autres. Et le fait qu'il arrive à voir que certains de ces réels sont entre guillemets des échecs, c'est-à-dire quelque chose où il investit du temps pour un retour en vue par rapport à son nombre d'abonnés qui n'est pas énorme, mais qu'il a quand même continué parce qu'il sait que certains de ces échecs vont ramener des victoires. Et il ne se dit pas que ok, les gens vont se dire que celle-là n'a pas marché. Il n'a pas l'ego de se dire cette vidéo n'a pas marché, donc elle me ralentit dans ma construction, dans la construction de ma chaîne YouTube, etc. Et ben ça fait que ces victoires sont beaucoup plus grandes et sont beaucoup plus méritées aussi. Moi, je pense qu'il est vraiment en train de gagner. Et je vais te dire exactement pourquoi. Parce que lui, en moi, il est en train de tester. Il est en train de tester, d'essayer toutes les idées qui lui t'en parlent. Bien sûr, des idées clairement sont mauvaises, mais il y a des idées qu'il faut explorer. Et au lieu d'essayer d'imaginer, non, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Non, je l'essaie, je vois comment les gens réagissent. Peut-être j'aurais pu faire un meilleur montage, une meilleure musique. Et avec le taux de pratique qu'il a mis là-dessus sur ces vidéos-là, en ce moment, il a un taux de probabilité de succès qui est très très élevé. Parce qu'il l'a travaillé. Il l'a travaillé. Mais est-ce que tu sais ce que lui sait que la plupart des gens ne savent pas? C'est que la plupart des gens qui critiquent, c'est des gens qui justement n'iront jamais faire ce que tu fais. C'est des gens qui n'essayent rien, les gens qui critiquent. Quand tu arrives à te convaincre de ça et que tu arrives à voir qu'une personne qui va te critiquer, je ne parle pas bien sûr de la critique constructive, il y a une grosse différence. Bien mais sûr. les gens qui vont juste te critiquer par jalousie ou justement par ego, c'est des gens qui n'ont rien construit dans leur vie. Et ben très rapidement, tu vas voir que leur critique, elle te touche beaucoup moins. Moi, je suis d'accord avec toi et d'ailleurs, je dirais que je pense qu'une personne qui a déjà échoué et qui vraiment, il est dans son grind, il va pas te critiquer. Je pense qu'il va t'admirer en fait. Peut-être même il va te dire. Je suis d'accord avec ça. Non, pas que d'accord. Pardon. Je pensais qu'il allait dire. Je suis d'accord avec ça. Ouais, je pensais que la personne allait dire je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il va dire quelque chose du genre j'aimerais être encore une fois dans cette phase parce que c'est cette phase-là qui te construit. Exactement. Je dois échouer parce que en fait, je pense que si tu n'échoues pas, tu n'es même pas en train d'essayer. Moi, je suis d'accord avec toi parce que je suis sûr que plus une personne réussit, plus elle encourage ceux qui échouent. Parce que ce sont ceux qui tentent. Et ceux qui réussissent ont beaucoup de respect pour ceux qui essayent. Et ceux qui essayent, au bout d'un moment, ils réussiront. Bien et sûr. c'est un cycle. Je pense que si tu fais les choses avec le cœur, tu les fais bien avec discipline, tu ne peux pas échouer. Je pense réellement que c'est impossible. Oui, et je vais te partager d'ailleurs une quote par Winston Churchill, voilà, le ministre, premier ministre de l'Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il te dit, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et ça prend du courage. Parce qu'aller d'échec en échec, du style Thomas Edison ou bien pas McDo, Walt Disney. Walt Disney, oui, on connaît l'histoire, elle est incroyable. Voilà, on connaît très bien l'histoire. Il est parti chez plusieurs personnes pour demander un prêt et tout le monde lui a dit non. Il a continué. Il voulait juste une personne qui lui dit oui. Jusqu'au jour où il a créé le studio d'animation le plus prospère de quasiment peut-être de Bah oui.